très heureux de revenir et d'en retrouver certains. Et je suis revenu en Bretagne donc, dans le cadre de cette conférence qui va traiter de la question du wokisme. Mais évidemment, bon, je pense que tout le monde a un peu en tête les événements qui ont lieu ces dernières nuits par rapport aux émeutes, etc. Donc je vais essayer aussi de faire un lien avec l'actualité parce que, évidemment, le wokisme, ça va, c'est fortement relié à la question de la transidentité, des transgenres, etc. Mais il y a tout de même un lien aussi, en particulier avec l'intersectionnalité, par exemple. Je vais évidemment définir tous ces termes. Un lien avec les questions raciales, ethniques. Enfin, maintenant, il faut employer le mot, puisque la gauche emploie ce terme, des racisés, par exemple, ou des termes comme ça. Donc, la gauche met, on va dire, la question raciale dans le débat politique, malheureusement, à mon avis. Et la question du wokisme, évidemment, a un lien avec aussi tout ce qui se passe ces derniers jours, lié aussi aux questions d'immigration, aux questions de communautarisme, tout aussi une pensée, on va dire, identitaire qui a eu cours dans les années 80. Et on va essayer de revenir un petit peu sur tout ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce que c'est que le wokisme, à être capable à la fois de le définir et à la fois de comprendre ses origines idéologiques. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi répandu aussi, évidemment, à travers le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est propre même aux États-Unis ou à la France. C'est vraiment quelque chose qui touche les pays occidentaux en général, on va dire de la France, de l'Allemagne, etc., etc. Même les pays de l'Est, malheureusement, sont aussi touchés par ce phénomène. Un peu moins que nous, mais voilà. Alors je vais démarrer ce diaporama. Donc le premier, ça va être la question de savoir qu'est-ce que le wokisme, de pouvoir le définir. Alors le wokisme, bon, il y a certains articles qui disent que c'est né dans les années 60-70 avec le mouvement afro-américain, évidemment aux États-Unis, parce que c'est un mot anglais qui veut dire éveillé. À vrai dire, savoir quand est-ce qu'a vraiment démarré le wokisme, ça n'a pas tellement d'importance. Parce qu'en réalité, le terme même de wokisme, comme l'a dit Régis, ça s'est vraiment popularisé ces 2 dernières années. Là, par exemple, alors c'est pas très clair, je suis désolé, mais je vais vous lire. Le wokisme, c'était, on posait la question aux gens de savoir est-ce qu'ils connaissaient ce que c'était que le mouvement woke, est-ce que c'était que les différentes choses qui étaient reliées au mouvement woke. Donc l'écriture inclusive, les études de genre, le privilège blanc, la culture du viol, le racisme systémique, les personnes racisées, la pensée décoloniale, la masculinité toxique, les luttes en non-mixité, l'intersectionnalité des luttes, le cancel culture, la pensée woke, etc. Et on voit qu'en 2019, en réalité, il y a finalement peu de gens qui sont au fait de tous ces sujets-là. Je pense qu'aujourd'hui, on referait le même sondage, c'est un sondage IFOP, on referait le même sondage aujourd'hui. Je pense que tout le monde a entendu parler de l'écriture inclusive. Bon, déjà à l'époque, ça commençait à en parler, des études de genre, de la question de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est le fait de considérer qu'il y a une convergence des luttes qui existent, de lutte à la fois de lutte des sexes, de lutte ethnique aussi, c'est-à-dire considérer que il y a une oppression générale, à la fois par le patriarcat et par aussi le racisme systémique, c'est-à-dire un racisme qui serait généralisé et qui serait propre aux blancs. C'est vraiment la pensée profonde de ça. Et il y a une convergence des luttes, il peut y avoir une potentielle alliance qui peut exister entre les différents opprimés. Et alors, en petit aparté, il y a aussi la question des classes. Mais ça, ça pour la gauche moderne, tout ça est quand même très loin. C'est vraiment la question raciale, la question aussi des genres. Parce qu'on ne peut plus parler, faut pas parler vraiment de lutte des sexes, c'est une question plus de genre maintenant, puisque il y a pour cette gauche moderne une séparation, une distinction entre le genre et le sexe biologique. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc le wokisme, c'est en fait, on va dire, je crois que c'est d'ailleurs, ça a été beaucoup popularisé aussi par plus des médias de droite qui ont inventé ce concept pour justement essayer d'englober différentes pensées de gauche qui sont aujourd'hui très présentes, très fortes, très récentes aussi, malgré tout, parce que l'écriture inclusive, il y a 10 ou 20 ans, c'était pas quelque chose qui était autant dans le débat public. Je prends un autre exemple, je prends les études de genre, ça n'existait, aujourd'hui vous avez des diplômes en études de genre aux États-Unis, je ne sais pas si ça existe en France, je ne crois pas, mais aux États-Unis ça existe, vous avez des diplômes en études de genre, des masters, etc. Vous n'aviez pas ça il y a 20 ans, quoi.
La question de l'intersectionnalité, par exemple, c'est pareil, c'est des termes qu'on n'entendait pas forcément, il y a même pas du tout, il y a 10-20 ans. Donc c'est vraiment des choses qui sont récentes et qui animent la pensée de gauche moderne. Alors, là, je vais commencer par un premier avertissement, c'est qu'évidemment, parce que ça va beaucoup parler de transidentité, de théorie du genre, etc., je tiens à préciser que toute la présentation, elle ne va pas porter sur la question de l'orientation sexuelle des gens, de l'intimité des gens, parce que ça, c'est quelque chose qui doit rester de l'ordre du privé, de l'ordre de l'intime. Justement, le reproche que je fais, l'objectif de ça, c'est de montrer que le politique rentre dans l'intime, et que le politique se permet de dire qu'est-ce qui doit être normalisé, qu'est-ce qui doit être marginalisé. Vous savez, par exemple, il y a cette critique de l'hétéronormalité. Je crois que je le prononce bien. C'est l'idée que la société pousse à ce que les gens soient hétérosexuels. Donc il faut promouvoir une forme de transgression par rapport à cette norme sociale qu'est l'hétérosexualité. Donc ça va être tout ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire le lesbianisme, etc., l'homosexualité en général. Donc dans ce cadre-là, j'ai voulu montrer aussi, alors je ne sais pas si je ne suis pas sûr que ce soit très très lisible, mais je voulais montrer cet aspect du wokisme qui est l'entrée vraiment des questions intimes et personnelles de chacun dans la vie publique. Par exemple, Sandrine Rousseau qui propose un délit de non-partage des tâches domestiques. Là, c'est quand même... vous imaginez l'État qui va regarder chez les gens pour savoir s'il y a un bon partage entre les hommes et les femmes, si l'homme sort bien la poubelle une fois sur deux. Enfin, voilà. L'idée, c'est à la fin, c'est de mettre une caméra dans la chambre des gens, quoi. Vous avez un autre exemple, alors c'est pas très lisible, mais là c'est un peu plus sérieux parce que c'est une question dans le cadre légal de la 15e législature, de Clémentine Autain qui attire l'attention de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la répartition inégalitaire et genrée de l'exécution des tâches domestiques et parentales. Donc là c'est un peu la même idée, c'est vraiment l'idée de on va faire que le politique va regarder ce qui se passe dans le couple, va s'intéresser à la vie du couple. Et alors j'ai nommé ça la naissance du biopouvoir, c'est une référence à Michel Foucault, qui est pourtant de gauche, et qui justement lui avertissait sur le fait que l'État de plus en plus allait rentrer dans la vie intime des gens et surtout était dans le contrôle de plus en plus important de la vie de la personne, de sa naissance à sa mort. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, je vais aller au diapo suivant, s'il veut bien. Voilà. Alors là, par exemple, c'est un exemple de ce dont je voulais parler, c'est que, évidemment, cette entrée du politique dans la vie intime des gens, ça va jusqu'à l'éducation des enfants. Et en particulier, et là c'est un peu plus tordu, parce que c'est pas simplement l'éducation des enfants, après tout l'État effectivement instruit les enfants pour apprendre le français, les mathématiques, la culture française. Mais vous avez aussi maintenant les questions de sexualité qui vont rentrer en jeu. Je crois que Pape Ndiaye d'ailleurs très récemment a fait un projet de loi, en tout cas avait l'ambition de donner des cours d'éducation sexuelle. Mais ça on y reviendra après, mais là, c'est par exemple, vous avez des médias aussi qui vont montrer ça et qui vont montrer ça positivement. Alors par exemple là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça c'est Sacha, un enfant de 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, qui était passé sur le plateau de Quotidien, vous savez l'émission de Yann Barthès, et qui avait changé de genre, je crois que ça s'appelle maintenant Lily, quelque chose comme ça. Et alors je n'ai pas pu montrer la vidéo, mais vous voyez vraiment l'encouragement de cet enfant qui change de sexe. Et évidemment, vous avez en plus la mère à côté et vous sentez vraiment que, parce que l'enfant est interviewé, mais vous sentez évidemment que les paroles de l'enfant, ça ne vient pas de lui en réalité. Ça vient de la mère qui était qui avait un regard totalement illuminé sur cet enfant qui changeait de sexe et qui justifiait son changement de sexe. Et cet enfant, d'ailleurs, on voyait aussi qui regardait sa mère, on sentait une certaine fierté aussi de voir que sa mère la considérait. Donc c'est assez tordu et assez terrible.
Mais pour le plateau d'Yann Barthès, c'est quelque chose de positif, c'est lors de la transgression, ça change de ce qu'est l'hétéronormalité ou des choses comme ça. On a aussi les polémiques autour des shows de queer qui sont montrés sur des spectacles pour enfants. Alors là, je vais être un peu violent, mais je pense que c'est aussi extrêmement violent de montrer ça à des enfants. Queer, pour ceux qui ne savent pas, dans les années 80, on appelait ça un travelot. C'est ni plus ni moins que ça. Je n'ai pas trouvé d'autres définitions, il y en a peut-être après, parce que je crois qu'il y a un mouvement aussi, une pensée philosophique, qui se veut philosophique sur le mouvement queer. Mais en attendant, là, vous avez simplement, on peut faire toutes les théories et concepts filmés qu'on veut. Là, c'est un travelot qui se montre devant des enfants de 5 ans, ou de 6 ans, avec des parents qui sont très contents de montrer ça à leurs enfants. Et évidemment, c'est payé par la mairie. Personne ne va payer pour voir ça, mais c'est payé par la mairie. C'est subventionné par l'État et le gouvernement, par vos impôts. Là, dans ce cadre-là, si je ne dis pas de bêtises, c'est la mairie de Lyon, mais bon, toutes les mairies écologistes sont à la pointe sur ce point. Et oui, non, les mairies écologistes là-dessus sont très performantes. Donc voilà, ça c'est un petit peu la propagande. Et c'est aussi, je voulais venir aussi sur ce point, c'est qu'il faut comprendre aussi que c'est un phénomène profondément générationnel. Parce que on n'a pas les mêmes, on n'utilise pas les mêmes modes comment dire, de connaissance de l'information, les mêmes médias. On n'utilise pas les mêmes médias. Vous avez par exemple des médias qui visent plutôt les jeunes, comme Combini, comme Brut, des choses comme ça qui ne vont pas forcément être connues par des gens de plus de 50 ans, qui vont plus s'informer à travers la télévision ou à travers les journaux traditionnels. Mais vous avez beaucoup de médias qui vont, au contraire, s'intéresser à toutes ces questions-là, et qui vont montrer ça, et il va y avoir un public, si vous voulez, d'une jeune génération qui va être touchée par ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez la question des gens qui se sentent non-binaires, ça concerne principalement les jeunes générations en réalité. Évidemment, ça ne concerne pas des gens qui ont plus de 50 ans, qui sont moins touchés par toutes ces questions-là, et puis même à l'époque de mai 68. La question de l'émancipation des mœurs et même de toute la question on va dire sexuelle qui concernait tout ça, ça n'était pas de ce niveau-là. C'était pas de cet ordre-là, c'était pas parce que là on est vraiment dans du puritanisme, vous comprenez, on est dans une forme de puritanisme sur l'idée d'une émancipation sexuelle. C'est assez étrange comme dialectique. Mais c'est quelque chose de différent de l'émancipation des mœurs qui a pu avoir lieu en mai 68, qui n'était pas du tout quelque chose de moralisateur, mais qui était au contraire l'idée de tuer la morale. Là, on est vraiment dans le retour d'une morale. Alors, autre point, là, ce qui concerne encore les enfants, enfin là, c'est plus les adolescents, ça a été la ligne Azur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je reviendrai sur ce point. Et puis là, ça s'appelle On s'exprime. C'est pareil, c'est aussi quelque chose qui est promu par l'éducation nationale. Alors la ligne Azur, c'était, alors ça remonte à quelques années, mais je tenais à en parler quand même, une dizaine d'années je crois, un peu moins même. Si vous vouliez, vous aviez des affiches à l'époque dans les collèges et lycées qui renvoyaient un numéro de téléphone pour parler de sexualité. C'était pour les gens qui souffraient par rapport à une homosexualité ou l'homophobie ou des choses comme ça. Et vous aviez dans tous les collèges et lycées, j'ai connu ça, cette ligne Azur qui vous renvoyait un numéro de téléphone. Et en fait, lorsque vous appeliez potentiellement ce numéro de téléphone, vous pouviez potentiellement avoir un questionnaire qui vous posait des questions sur votre sexualité. Alors, est-ce que vous vous masturbez? Est-ce que vous êtes attiré par des hommes, des femmes, autres? Je ne sais pas trop ce que c'est, mais... et vous voyez, la ligne Azur, ça a été ça. Et ça concernait donc les collèges et les lycées, c'est-à-dire les collèges à partir de 11 ans. Donc voilà, là on voit par exemple la question de l'identité de genre. Alors malgré tout, le Conseil d'État à l'époque, parce que c'était Éric Zemmour à l'époque qui avait un peu en parlé sur les plateaux télé, en particulier à l'époque c'était sur iTélé je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans ça se dispute face à Domenech. Ça avait fait un peu scandale à l'époque et le Conseil d'État avait quand même dit que c'était assez problématique. Donc ça a été supprimé, mais visiblement ça n'a pas dérangé le gouvernement actuel pour proposer autre chose, puisque maintenant vous avez le site On s'exprime,
onsexprime.fr est le site dédié à la sexualité des 11-18 ans. 11-18 ans, donc toujours collège-lycée, c'est exactement pareil que la ligne Azur. Grâce à des contenus simples, détaillés et validés par des experts, si c'est des experts, ça va, il permet de trouver les réponses aux questions que l'on se pose. Et donc vous avez pour des enfants de 11 ans, c'est quoi être non-binaire? C'est quoi la sodomie? Vous avez ce type de questions qui sont posées. Alors, là je vais parler aussi de la question de l'identité. Parce que ça c'est un autre point aussi du mouvement woke qui est assez impressionnant, c'est l'appartenance communautaire à ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les mouvements de la Gay Pride, etc., vous avez une omniprésence du drapeau LGBT. Il y a eu le mois des fiertés dernièrement, là, qui a été tout le mois de juin, et ça a été éclipsé là, dernièrement par les émeutes, mais on a beaucoup parlé du LGBT, donc c'est vraiment une conférence qui tombe à pic sur ce point-là. Et vous aviez des drapeaux LGBT partout, quoi. C'est-à-dire que dans les universités, évidemment il y avait la Gay Pride, vous avez aussi énormément d'entreprises sur leurs comptes réseaux sociaux qui avaient changé leur logo pour le logo arc-en-ciel LGBT pendant tout le mois. C'est-à-dire que c'est pas une journée, c'est tout le mois. Alors certains ont rétro-pédalé parce qu'aux États-Unis maintenant il commence à y avoir des mouvements de résistance par rapport à tout ça, mais peut-être on en reparlera vers la fin. Et moi ce que je voulais vraiment montrer, c'est oui, la question du drapeau, et même je ne sais pas si vous avez vu à Lyon, il y avait eu une manifestation de Gay Pride, et ils ont enlevé le drapeau français et l'ont remplacé par le drapeau LGBT. Ça c'est un signe fort quand même. Et surtout à notre époque, depuis, je dirais, moi je pense depuis le 19e siècle, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que le drapeau c'est un signe très très important dans nos sociétés. Le drapeau national, le drapeau... le premier pas sur la Lune, on pose le drapeau américain, c'est un signe, vraiment un marqueur de conquête d'une certaine manière, c'est pas du tout péjoratif, je dis ça pas de manière péjorative, de conquête, de fierté, d'identité, de communauté. C'est aussi un symbole républicain, république une et indivisible, donc c'est l'idée vraiment que ça dépasse le cadre régional, tribal, sexuel, etc. C'est normalement, on est tous... se soumet tous à une volonté générale dans une communauté nationale. Donc là, vous avez des multiples drapeaux LGBT parce qu'évidemment, il faut discriminer personne. Vous avez pansexuels, polysexuels, polyamoureux. Alors moi, je vais pas vous mentir, je ne connais pas tout, malheureusement. Et j'ai pris une phrase de Samuel Huntington, vous savez, qui a parlé du choc des civilisations. Et lui, il a analysé le choc des civilisations à travers le drapeau. C'est pour ça que je voulais vraiment insister sur ce point de l'importance du drapeau. Donc je peux vous lire si vous voulez, depuis la fin de la guerre froide, la façon dont les peuples définissent leur identité et la symbolisent a profondément changé. La politique globale dépend désormais de plus en plus de facteurs culturels. Les drapeaux hissés à l'envers sont un signe de cette transition, mais de plus en plus ils flottent haut et fiers, et les Russes, comme les autres peuples, se mobilisent derrière les drapeaux et d'autres symboles d'une identité culturelle nouvelle. Le drapeau, c'est vraiment un élément important, et on voit que là, effectivement, il y a cette surreprésentation du drapeau LGBT qui n'est pas quelque chose d'anodin. Par rapport aussi à cette question d'identité, il y a quelque chose de nouveau aussi. C'est-à-dire que normalement, alors, il faut bien comprendre que le wokisme, ça se veut donc une pensée de gauche et donc forcément une pensée matérialiste. Or, le wokisme n'est pas du tout matérialiste. C'est-à-dire qu'elle considère que, et là vous avez des titres d'articles, je suis un peu planté sur le diapo, mais c'est pas grave, je vais vous lire notre fille dans un corps de garçon. Vous avez par exemple cette petite fille née dans un corps de garçon, des enfants transgenres qui ne sont pas nés dans le bon corps. C'est-à-dire que vous auriez un être spirituel qui est né dans un corps biologique et qui serait différent, vous voyez. Et ça, c'est pas du tout du matérialisme, c'est du dualisme tout simplement, c'est un dualisme platonicien, la séparation du corps et de l'esprit, avec une distinction totale, même d'ailleurs, entre l'être spirituel et l'être corporel. La différence, c'est que dans les pensées dualistes, et particulièrement dans ce qu'on peut appeler une pensée traditionnelle, pensée platonicienne, ou même ce qui a été court dans le christianisme, vous avez la base donc, biologique, matérielle, et l'idée c'est d'aller vers le spirituel. Dans la pensée woke,
vous partez du haut d'une certaine manière et vous allez vers le bas. Et ça, c'est assez à l'encontre de la pensée platonicienne. Dans la pensée platonicienne, c'est les trois parties du corps. Je me souviens plus très bien, mais vous avez en gros, vous avez le bas-ventre, vous avez le ventre qui est celle de l'ordre de simplement l'alimentation, la faim, etc. Et puis vous avez la tête, qui est évidemment ce qui se rapproche le plus du ciel des idées. Vous savez, dans la pensée platonicienne, il y a le ciel des idées, vous avez des idées, et puis ensuite vous avez le monde, qui sont les représentations des idées en fait, qui existent dans l'au-delà. Et donc l'idée c'est évidemment de partir du bas, parce qu'on forcément on commence bas, et puis ensuite on va vers la spiritualité, vers le divin, vers le plus haut. Ça c'est même dans les religions, dans la religion chrétienne c'est un peu la même chose. Évidemment dans le mysticisme juif par exemple, vous avez dans la Kabbale évidemment cette pensée aussi platonicienne qui est présente avec l'idée de 5 parties du corps, et l'idée il faut évidemment aller vers le divin. Là dans le transgenre, c'est que vous êtes homme et femme, ça c'est immuable, ou enfin non binaire, ou que sais-je encore. Et l'idée, ça va être de transformer le corps. Il y a quand même une idée de sacralité du corps dans les dualismes du christianisme ou du judaïsme. C'est-à-dire que vous partez de la base matérielle et vous la sacralisez. C'est par exemple typiquement l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ça en fait. C'est le divin qui se transmet, enfin qui est une sacralité, si vous voulez, de la matérialité. Ou du corps, par exemple, hein, le temple de l'Esprit Saint, pour reprendre Paul. Dans le wokisme, ça va être l'inverse. On part vraiment de cette idée-là, de l'idée de ce qu'on veut être, de ce qu'on désire être, et on le devient. Ça, évidemment, c'est les prémices idéologiques au transhumanisme. Et ça, c'est un point sur lequel on va revenir plus tard. Mais pour l'instant, je voudrais aussi développer, parce que l'idée de cette conférence, c'est donc wokisme, néo-marxisme ou l'idéologie du capital. Et donc, maintenant, j'ai défini le wokisme. Je vais parler du néo-marxisme. Alors, le néo-marxisme, c'est une pensée de gauche, par définition post-marxiste, qui s'est développée particulièrement avec l'école de Francfort dans le milieu du XXe siècle. Sur la photo, vous avez Herbert Marcuse, qui est un des dignes représentants de l'école de Francfort, qui va influencer après aussi la pensée structuraliste, le French Theory, le freudo-marxisme, les Guattari, Deleuze, Foucault, entre autres aussi, Lacan aussi, et puis aussi une pensée universitaire globale des années 70-80. Et j'ai montré Herbert Marcuse parce que Herbert Marcuse, il va parler du freudo-marxisme en particulier. Il va essayer de relier Marx et Freud. Parce qu'il faut bien comprendre que le néo-marxisme, en fait, l'idée, c'est que, bon, on voit qu'en URSS, ça se passe pas très bien. C'est-à-dire que le communisme, bon, quelques petits... ça ne fonctionne pas comme espéré. Visiblement, il n'y a pas une suppression de la lutte des classes, il n'y a pas d'hommes nouveaux, ou il n'y a pas de société purement égalitaire, on n'est pas dans un monde extrêmement libre. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir, en particulier dans la pensée de Marx. Et le néo-marxisme, alors je vais pas développer sur tout, mais il y a à mon avis 2 points importants qui va être la question du freudo-marxisme, c'est-à-dire on va apporter une pensée freudienne au travail de Marx, et ça va être le matérialisme historique. Ça va être un changement dans la question du matérialisme historique. Je vais définir tout ça. Je vais commencer par le freudo-marxisme. Alors le freudo-marxisme, qu'est-ce que c'est? C'est pour reprendre une formule de Michel Onfray, le freudo-marxisme, ça n'est ni un freudisme ni un marxisme. Déjà, je vais repartir de Freud. Freud parlait du plaisir. Et il distinguait 2 choses. Il distinguait à la fois le principe de plaisir et à la fois le principe de réalité. Vous avez le principe de plaisir. Le principe de plaisir, c'est l'enfant qui va sauter sur le chocolat. Vous lui offrez un chocolat, il va sauter dessus, c'est du principe de plaisir. C'est par exemple, typiquement un enfant, vous lui dites soit je te donne un 40 bar aujourd'hui, soit tu auras 2 40 bars demain. S'il veut le 40 bar tout de suite maintenant, ça c'est le principe de plaisir. C'est celui vraiment qui va se
se soumettre totalement à la plus... C'est un peu large, mais la société de consommation, c'est une critique répandue chez les marxistes des années 70. Et à mon avis, une critique qui n'a... Enfin, si vous voulez, c'est une critique un peu facile, quoi. C'est-à-dire que il y a le fait est que le capitalisme, quoi qu'on en pense, a produit quand même une amélioration des conditions de vie, indépendamment des classes sociales, pendant la période des années 60-70. En particulier avec le plan Marshall, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont fait qu'il y a eu une amélioration des conditions de vie des gens à cette époque-là. Et forcément, il y a une consommation qui est allée grandissante, comparativement à l'URSS où on était beaucoup plus dans une société austère de ce point de vue-là. Et donc les communistes, les marxistes, enfin certains en tout cas, pas tous, ont critiqué justement ce processus de consommation qui allait en grandissant, en considérant que c'était une soumission au capitalisme. Et donc vous avez à la fois ce critique du salariat et ce critique finalement du travail. À la fin des fins, c'est une critique du travail, c'est de dire ils travaillent pour pouvoir consommer après. La gauche à l'époque des années 70 est particulièrement influencée par Herbert Marcuse. C'est l'idée qu'on doit consommer, on doit se soumettre, enfin c'est pas l'idée on doit se consommer, mais on doit se soumettre à ces pulsions pour justement échapper au salariat et à la société de consommation. Mais en réalité, c'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que la soumission à ce principe de plaisir qui va donner mai 68, ça va être justement une société où des gens voudront consommer, indépendamment de la production. Ça vous donne des gens qui considèrent que, enfin c'est un peu la mentalité du tout gratuit, quoi. C'est-à-dire qu'on voit un peu aujourd'hui à gauche, des gens qui considèrent que ça leur est dû. Si vous voulez, je vais prendre un exemple, l'université, ça doit être gratuit par exemple. Alors que pourtant, il y a des gens qui travaillent, qui réalisent des cours, il y a même des gens, tout bêtement, qui construisent, qui fabriquent une université, ils fabriquent quelque chose, ils réalisent un travail pour que des gens puissent consommer. C'est-à-dire que normalement, pour que des gens puissent consommer, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Et vous avez un décalage aujourd'hui entre, justement, ce qu'on considère comme de la consommation et de la production, alors que c'est profondément lié. Pour qu'il y ait consommation, il faut qu'il y ait production. Il faut qu'il y ait production de richesse pour que les gens puissent profiter de cette richesse. Et ça fait un peu penser à Sandrine Rousseau, par exemple, qui parle de droit à la paresse ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans l'idée de non, peu importe, on ne relie pas, si vous voulez, le fait qu'il y ait des gens qui profitent et qu'ils profitent simplement parce qu'il y a des gens qui travaillent. Ça, c'est une réalité. Alors, ensuite, il y a un deuxième point sur lequel le néo-marxisme va... Alors, je voudrais quand même, parce que je vais essayer de faire le lien, parce que je ne veux pas vous perdre. Vous voyez bien que toutes ces questions de soumission au plaisir, à la pulsion, etc., c'est lié au wokisme. C'est-à-dire que dans le wokisme, vous avez cette idée que la pulsion, elle est au-dessus de tout, que le désir, il est au-dessus de tout, et qu'il faut que le désir est toujours dans le vrai. Il y a une soumission totale au désir. Et ça rejoint assez bien le wokisme de ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça rejoint aussi cette question du rapport consommation-production, où vous avez des gens qui consomment indépendamment du fait qu'ils produisent, et même des gens qui produisent indépendamment du fait qu'ils consomment. Ça, c'est une thèse un peu de Michel Kluska, qui parle du fait qu'il y a des classes qui produisent et des classes qui consomment. Et vous avez un peu ça aujourd'hui, avec une jeunesse bobo, un peu woke, qui n'a jamais travaillé. Vous regardez, indépendamment de ce qu'on pense de la réforme des retraites, mais vous savez, vous avez eu des manifestations avec une femme qui dansait, par exemple, et vous regardiez son CV, c'était une personne qui n'avait jamais travaillé. Donc, c'est assez une mentalité de gens qui considèrent que tout doit leur être acquis, alors même que ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent, est le produit d'un travail réalisé. Ce qui est, au demeurant, de l'expropriation. Un autre point, ça va être le matérialisme historique. Alors là, ça rejoint aussi, c'est pareil, l'idée du wokisme. Le matérialisme historique, si vous voulez, qu'est-ce que c'est? C'est un concept développé par Marx, que Marx ne prononce jamais d'ailleurs, mais qui ne traduit pas du tout la pensée de Marx. Et c'est l'idée fondamentale que l'élément qui fait l'histoire, c'est la lutte des classes. C'est l'élément qui fait l'histoire, qui produit l'histoire.
C'est par exemple, pour vous faire un exemple, la Révolution française, c'est une lutte des classes entre bourgeoisie et aristocratie. Et vous avez un changement de modèle qui va se produire pendant la Révolution française, où vous avez une bourgeoisie qui va abattre une classe dominante à l'époque, qui est l'aristocratie. Et l'aristocratie avait une structure, une infrastructure économique qui justifiait de sa domination, qui était à l'époque la féodalité, par exemple, typiquement. Il y avait les corporations, il y avait tout un modèle économique qui justifiait, qui produisait, alors parce que là c'est un peu technique, mais l'infrastructure économique qui produit la superstructure sociale, ou superstructure idéologique, c'est-à-dire que vous avez un modèle économique féodal avec des rapports sociaux, et ça va produire, si vous voulez, une idéologie qui va justifier la domination de la classe aristocratique. À partir de la Révolution française, vous avez un changement qui se fait, mais c'est un changement qui est total. C'est-à-dire que vous avez une bourgeoisie qui devient la classe dominante, et vous avez une économie aussi qui va favoriser cette bourgeoisie, à travers par exemple les lois Le Chapelier qui vont mettre fin aux corporations, le travail des enfants aussi qui va commencer à cette période-là, et qui va être évidemment les prémices à la révolution industrielle. Donc vous avez aussi évidemment la superstructure idéologique. Qu'est-ce que c'est dans le cadre de la Révolution française? Ça va être par exemple les droits de l'homme. Ça va être l'idée de l'égalité entre les individus, afin de mieux abattre l'aristocratie qui était dominante à l'époque, et qui, elle, avait un autre modèle qui justifiait de sa domination. Ça, c'est l'idée marxiste fondamentale. C'est que c'est la lutte des classes qui fait l'histoire. Ça va être sous la Rome antique, l'opposition populares optimates, c'est-à-dire les questions de réforme agraire qui opposaient, on va dire grossièrement, les riches et les pauvres. Dans la pensée de la gauche moderne, le matérialisme est balayé. Ou plutôt, c'est un autre déterminant qui va faire l'histoire. Ça va être la lutte des minorités. Donc on va dire par exemple, bah non, toute l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est des blancs qui oppressent des noirs. Donc on va dire l'esclavagie, enfin, ou même pas seulement des noirs, c'est des blancs qui oppressent tout le monde. Donc on va vous dire l'esclavagisme, on va vous dire le colonialisme. Indépendamment du fait que dans l'esclavagisme, vous avez l'Empire ottoman qui avait des esclaves blancs. Ou vous aviez aussi, tout simplement, les Européens achetés en Afrique, effectivement des Noirs, à des Noirs. Donc en réalité, l'Afrique s'est enrichie aussi de l'esclavage. Et en réalité, tout ça, évidemment, n'a pas été le cœur fondateur de l'histoire. Parce qu'il y a cette idée, évidemment, qu'après, l'histoire a été écrite par une pensée blanche aussi. Il y a ça aussi. Donc ça, c'est, j'espère que je ne sais pas trop perdu, mais c'est un peu l'idée de la gauche marxiste originelle, qui était de dire que c'était les modes de production, c'était la lutte des classes qui faisait l'histoire. Aujourd'hui, ça a été abandonné. Il ne veut plus marcher. Et à mon avis, ça a été abandonné. Ça a été abandonné pour une raison aussi particulière. C'est qu'en fait, le 19e siècle était assez simple d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'effectivement, on pouvait parler d'une certaine forme de lutte des classes entre une bourgeoisie et un prolétariat ouvrier qui était important et qui était imposant. Mais aujourd'hui, évidemment, ça paraît un peu... Enfin, c'est vraiment des trucs d'adolescents, quoi. Moi, j'en vois des fois des jeunes un peu dogmatiques marxistes qui vous disent « Ah oui, c'est les bourgeois contre les prolétaires. » Mais en réalité, aujourd'hui, vous avez par exemple une évolution du secteur d'activité. Je montre là, vous avez tout un pan du secteur tertiaire. On le classe où, ça? Les bourgeois, c'est prolétaires, qu'est-ce que c'est exactement dans le rapport de classe? Et ça, si vous voulez, c'est une évolution aussi fondamentale du capitalisme qui a évolué. C'est-à-dire qu'auparavant, il pouvait y avoir une opposition un peu simple, bourgeoisie-prolétaire. Il y a une complexification de la lutte des classes, si tant est qu'il y ait lutte, mais ça on y reviendra après, qui s'est produit par une extension du secteur tertiaire, avec des nouveaux emplois, qui vont, si vous voulez, structurer les nouvelles entreprises. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette mutation du capitalisme? Il y a eu cette mutation du capitalisme parce que, je vais reprendre un langage un peu technique, mais je vais vous montrer que c'est assez simple. On est passé de ce que les marxistes appelaient un capitalisme concurrentiel libéral à un capitalisme monopoliste d'État.
Capitalisme concurrentiel libéral, ça veut dire tout simplement que vous avez tout un pan de petites entreprises industrielles, ou pas d'ailleurs, pas forcément d'ailleurs, ça peut être des petits commerçants, qui travaillent, qui ont des salariés qui vont être des ouvriers, et l'industrie, l'économie va reposer là-dessus, va reposer sur beaucoup de petites structures. À partir en particulier de la Seconde Guerre, enfin de l'après-Seconde Guerre mondiale, on va passer à un capitalisme monopoliste d'État, c'est-à-dire que ça n'est plus des petites structures qui vont faire un peu le paysage économique de la France ou même d'ailleurs. Ça va être des structures d'ordre national qui vont chercher à avoir des marchés de type européen. Ça va être des beaucoup plus grosses structures. Et forcément, quand on a des beaucoup plus grosses structures économiques, ça requiert d'avoir tout un personnel de gens qualifiés qui puissent gérer toute la complexité de cette mécanique de chaîne de production qui s'étend et qui produit beaucoup plus aussi. Et ça, c'est vraiment l'explosion du secteur tertiaire, c'est ça. Et forcément, comme je vous l'ai dit en reprenant le matérialisme historique, ça change aussi les mentalités. Parce que vous avez une nouvelle classe qui va émerger, une nouvelle classe sociale, qui va être celle, on va dire, que pour reprendre une formule de Kluskar, les ITC, les ingénieurs techniciens cadres, mais plus globalement, une certaine bureaucratie qui va aussi s'imposer. Alors j'ai montré le livre de Bruno Rizzi pour montrer un peu l'ampleur aussi quand même de cette question de la bureaucratie. Vous avez ce livre de Bruno Rizzi, qui était un marxiste trotskiste des années 30, qui parle du collectivisme bureaucratique. Et il dit, Bruno Rizzi, quelque chose de très intéressant, qui sera repris après par James Burnham ensuite, c'est qu'en fait, cette bureaucratisation, elle dépasse totalement l'opposition entre capitalisme et communisme. Je vais faire le lien avec le wokisme après, je vous promets. Si vous voulez, ça dépasse totalement le conflit qui oppose capitalisme et communisme. Et le communisme, en réalité, d'après Bruno Rizzi, était à l'époque en avance sur le capitalisme. Puisqu'en réalité, le collectivisme bureaucratique, cette domination de la bureaucratie et des managers sur toute la vie économique du pays, c'était l'URSS. Et si vous voulez, cette bureaucratisation, elle va influer sur toutes les strates de la société. On le voit aujourd'hui. Ça va être, par exemple, dans les grandes entreprises, vous avez des managers qui vont s'occuper et s'intéresser de la responsabilité sociétale des entreprises. Si vous voulez, de toute la politique, de l'éthique qui a lieu en entreprise. Donc, ils vont regarder combien il y a de transsexuels, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, est-ce qu'il y a la parité. Si vous voulez, il y a toute une bureaucratie qui va travailler à ça. Et cette bureaucratie-là, ça va aussi produire toute une idéologie à partir des années 70 qui va être une idéologie de la consommation. Ça va être essentiellement une bourgeoisie, des enfants. Souvent on dit ce qu'on fait mai 68, c'est des enfants de bourgeois. Mais c'est assez juste en fait. C'est des gens qui vont ensuite devenir cadres, c'est des gens qui vont ensuite être dans des entreprises, avoir des postes qui vont être de type bureaucratique. À la fois dans le domaine culturel et dans le domaine économique. Dans le domaine culturel, vous avez aussi une bureaucratie qui devient folle. Vous avez par exemple un management qui devient fou. Vous avez par exemple pour les Oscars, pour les films qui visent les Oscars, vous avez des gens qui sont là uniquement pour vérifier que dans le scénario il y a bien un transsexuel, vérifier qu'il y a tel nombre de noirs, tel nombre de blancs, tel nombre d'asiatiques. Pour gagner, il faut qu'il y ait un certain nombre de transsexuels, il faut que les minorités soient représentées. Ça, c'est l'objectif. Et ça, vous voyez, c'est une dérive totale aussi de la pensée bureaucratique qui rentre dans toutes les sphères de la société et qui considère que tout doit être gérable, tout doit être contrôlable. Alors au départ, c'est évidemment de la chaîne de production, mais ça rentre dans la vie privée des gens. Et ça va jusqu'à le wokisme avec Sandrine Rousseau qui veut le partage parfait des tâches ménagères. C'est-à-dire que peut-être demain, on fera une déclaration pour dire que on a sorti la poubelle, vous voyez, tel nombre de fois, etc. Et on le vit tous, ça. On a tous des fois l'impression d'être un fonctionnaire. Quand vous remplissez une paperasse insupportable, vous vous demandez qui va la lire tellement c'est illisible.
Et en plus, déjà, vous avez l'impression d'être dans une société de contrôle parce qu'on vous demande 1 milliard de questions. Vous remplissez toute cette paperasse qui est interminable. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une logique où vous vous sentez fonctionnaire, quoi, mais vous n'êtes même pas payé pour ça, c'est ça qui est triste. C'est que vraiment, c'est le système bureaucratique qui va dans toutes les strates de la société. Et ça va même dans le strat de l'intimité, à mon avis, parce que, vous voyez, en fait, ce que je veux vraiment montrer, c'est que on dit souvent le wokisme, c'est du communisme, c'est des marxistes, etc. etc. Les gens en URSS, je peux vous dire que il n'y avait pas d'idéologie transgenre, hein, ça rigolait pas. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça participe à une société de contrôle où l'État s'ingère de plus en plus dans la vie intime des gens. Et là, pour le coup, on se rapproche effectivement de l'URSS de ce point de vue-là. On a l'impression d'être contrôlé, d'être on va faire de la propagande pour les enfants. Et c'est même pire que l'URSS, parce que l'URSS, l'avantage, ou même le fascisme, le nazisme, etc., l'avantage, c'est que tout le monde savait qu'on était en dictature. C'est-à-dire qu'on voyait tout le monde avec la tenue militaire, on comprenait bien que ça rigolait pas, quoi. Là, aujourd'hui, c'est vraiment ce que Kouskar appelle le capitalisme de séduction, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, on vous vend l'émancipation des mœurs, on vous vend les droits des femmes, la libéralisation des femmes, etc. Alors qu'en réalité, c'est une insulte totale pour les femmes, parce que vous voyez des queers qui se comportent de manière extravagante en imitant les femmes, c'est une insulte aux femmes, parce qu'elles sont dans leur féminité. C'est pas ça la féminité, c'est pas ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le transsexuel qui faisait un striptease devant des gamins. Ça, c'est pas de la féminité. Donc voilà, je vais pas être trop long sur ce point parce que c'est un peu technique, mais là, Michel Kouskar, par exemple, nous explique que cette nouvelle couche moyenne dont je viens de parler, c'est toute cette nouvelle couche bureaucratique qui va s'imposer, c'est ce qui va provoquer en réalité mai 68. Ça va être une classe qui va être plutôt improductive, mais qui ne va pas être reliée directement en tout cas à la production, et qui va se sentir de l'hyperclasse, en tout cas pour Michel Kouskar, et qui donc va porter une certaine idéologie qui va être celle de l'hyperclasse, mais ça j'y reviendrai plus tard. C'est-à-dire des gens qui vraiment possèdent les moyens de production. Parce que c'est ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est un conflit entre ceux qui sont les possédants des propriétés des moyens de production et ceux qui vendent leur force de travail. Donc bon, je vais pas trop m'étaler sur ce point parce que c'est un peu technique et ça peut paraître pour certains détaché de la question du wokisme. Mais effectivement, mai 68, ça a été aussi toute cette nouvelle couche moyenne, de classe moyenne supérieure, cadre, salarié, qui est très marquée par le wokisme. Et vous regardez dans les sondages, je vous invite à voir, je ne l'ai pas mis malheureusement, mais je vous invite à voir les sondages aux élections présidentielles. Vous regardez ce qu'on appelle les CSP+, les cadres qui sont salariés, ça vote massivement pour Emmanuel Macron ou pour Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire vraiment, à mon avis, ce qui porte vers l'idéologie woke. Donc là, on voit aussi une séparation géographique qui va se produire. Je ne suis pas trop long. Je vais essayer d'être assez rapide là-dessus, mais il y a aussi une séparation géographique qui va produire ce nouveau capitalisme, avec effectivement une pensée urbaine, des villes totalement déconnectées de la réalité. Vous voyez, le wokisme, c'est très fortement relié à ça. C'est finalement très peu présent dans les campagnes. C'est quelque chose qui va être très présent dans les villes. Ça va être, si vous voulez, comment vous dire, on est formé aussi par son travail. Et c'est, à mon avis, très compliqué d'être ouvrier et de soudainement se sentir femme. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'un peu... Ça fait beaucoup plus de sens lorsque vous êtes un employé de bureau et que vous ne faites pas forcément un métier physique, donc vous n'êtes pas forcément... vous faites quelque chose de plus conceptuel et vous n'êtes pas forcément relié à votre nature physique propre que dans un travail manuel où là, vous allez être plus en lien avec la nature, avec le réel. Et ça, je voudrais dire aussi, c'est peut-être aussi un phénomène, le wokisme, d'une forme de tertiarisation qui dérive complètement et où les gens sont coupés totalement de la production, de la réalité de la production, comme on avait vu tout à l'heure, ils ne connaissent finalement que la consommation, et où ils sont, si vous voulez, aussi coupés même de la nature, de ce que c'est que la nature. Et ça vient aussi avec l'écologie, avec une certaine idéalisation de la nature. Alors, je voulais venir aussi sur ce point, parce que j'ai parlé de l'hyperclasse tout à l'heure.
c'est-à-dire vraiment des fonds d'investissement, des banques qui sont aussi complices de tout ça. Et c'est pour ça que je voulais dire aussi que on n'est pas dans le communisme. Là, on n'est pas dans le communisme. On a par exemple BlackRock, un très important fonds d'investissement, je crois que c'est le deuxième plus important, c'est pas le premier d'ailleurs, qui a des actions à peu près dans toutes les entreprises, qui possède une part dans toutes les entreprises vraiment importantes du Nasdaq, d'énormément d'entreprises. Et vous avez des critères, ça c'est très connu dans les entreprises, dans les grandes entreprises. Vous avez aujourd'hui des critères de ESG, de CSR, de Corporate Social Responsibility, de responsabilité sociale des entreprises, de RSE on appelle ça en français. Et la RSE, ça va être, parce que la responsabilité sociale des entreprises, on se dit, bah oui c'est bien, ça va être par exemple faire en sorte que les gens aient un meilleur salaire, faire en sorte que les ouvriers soient protégés, etc. Non, l'essentiel de la RSE, ça va être les questions d'LGBT, ça va être les questions de trans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais prendre un exemple personnel. J'avais une fois postulé pour l'entreprise, c'était vraiment il y a longtemps, Coca-Cola. Ils avaient demandé sexe, il fallait remplir, c'était un truc un peu pré-rempli. Vous aviez donc homme, femme, non-binaire, vous voyez. Et pour la petite histoire, un peu pour blaguer, j'avais mis non-binaire parce que je me suis dit j'avais plus de chances d'avoir un entretien. Mais ce qui est un fait. C'est pour vous dire aussi un peu la stupidité de tous ces systèmes. Donc, et vous voyez, toutes les entreprises, là on n'est pas dans le communisme, là c'est pas des bobos un peu gauchistes qui sortent de l'université de Nanterre. Là on est YouTube, Instagram, toutes les grandes entreprises. Vous avez Nike aussi qui est très présent sur les questions de LGBT, sur aussi, et je fais le lien avec ce qui se passe en ce moment sur les questions de Black Lives Matter, sur le mouvement afro-américain aussi. Disney. Voilà, exactement. Ah oui, vous avez aussi Disney, et ça c'est très intéressant, et je vous invite à voir aussi, parce qu'autant en France il ne se passe pas grand-chose, mais aux États-Unis il y a un vrai combat qui se fait, où vous avez Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride, qui essaye de combattre Disney et toute la propagande woke, avec là récemment un dessin animé qui est sorti, où vous avez pour la première fois un personnage non-binaire. Je crois que c'est ça, enfin, peu importe, mais un personnage. Vous avez aussi des personnages homosexuels. Des dessins animés pour enfants, quoi, je veux dire, où on va s'intéresser à l'orientation sexuelle des personnages, quoi. Donc voilà, là par exemple, vous avez un exemple, c'est Grant Thornton, c'est une très grande entreprise de conseil, qui va montrer, c'est un des paramètres du Corporate Social Responsibility. Donc là par exemple, vous avez la part de la question des genres. Donc le pourcentage de femmes employées, etc. C'est-à-dire qu'on ne va pas employer par rapport à la compétence. C'est très bien d'employer des femmes, mais il faut employer par rapport à la compétence, par rapport à un principe d'égalité, pas sur la base du sexe, du genre ou de ce type de positionnement. Et ça, vous voyez, c'est des grandes entreprises qui le font. Et c'est Elon Musk d'ailleurs qui s'est plaint et qui a dit « Why ESG ?» donc c'est de ce dont on parle, et le diable. Pourquoi est-ce que c'est le diable? Et il montre un article d'entreprises de tabac qui ont un meilleur score ESG que Tesla. Les entreprises de tabac qui ont des meilleurs scores d'éthique que l'entreprise Tesla. Et l'article explique pourquoi. Je ne vais pas tout vous lire, mais l'article explique pourquoi. C'est parce que, en fait, ils recrutent des trans. Ils font en sorte qu'il y ait des LGBT qui soient présents dans la leadership team, dans l'équipe vraiment qui dirige. Ils prennent des data africains, des data scientists, africains, pour augmenter le score éthique. Ce qui fait qu'à la fin des fins, vous avez une entreprise de tabac qui a un meilleur score éthique que Tesla qui vend des voitures électriques. Non mais ça sert à quoi? D'avoir un bon score. Ouais. Alors, ça c'est assez un mystère, mais pour les entreprises, c'est très très intéressant d'avoir un bon score ESG. Il n'y a pas d'obligation quand même. Il n'y a pas d'obligation, mais ça leur permet d'avoir un investissement. Vous avez des fonds d'investissement, vous avez des Morningstar par exemple, qui ont des critères pour juger de l'éthique de l'entreprise par rapport à tout ça. Et vous avez des fonds d'investissement qui vont aller vers des entreprises, oui, des entreprises qui seront plus éthiques. C'est de la com. Enfin, moi-même, j'avoue que je suis surpris par ça, mais c'est un fait. Dans une entreprise
comment, ils vont chercher à avoir un bon score ESG, ils vont avoir un bon score d'éthique en cherchant à une parité entre hommes et femmes. C'est assez... et en général, enfin, ils évitent de le dire ouvertement, ils vont parfois le dire... ils vont parfois un peu le dire en aparté, quoi, si vous voulez. Moi, je sais que, enfin, personnellement, j'ai des expériences, des échos par rapport à ça. Du fait qu'on disait à certains dirigeants d'équipe si tu peux prendre cette personne-là parce que c'est une femme ou parce que c'est pas un Européen, ça serait bien. Il y a des gens vraiment haut placés, hein, de grandes entreprises. Et alors, la personne que je connaissais disait oui, mais cette personne-là, elle a un meilleur dossier, mieux diplômée, plus d'expérience. Mais ça serait bien quand même pour le score ESG. Et il y a vraiment là-dessus, les fonds d'investissement sont très portés sur ces questions-là. Après, pourquoi ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils trouvent un bénéfice là-dedans? Il y a des études, moi j'ai un peu travaillé sur le sujet, mais parce que j'avais fait un mémoire sur le thème des fonds verts, des fonds d'investissement écologique verts. Il y a des études sociologiques qui disent que ça améliorerait la rentabilité de l'entreprise. Je ne pense pas que ce soit la vraie raison, mais je pense qu'il y a un effet aussi marketing, c'est-à-dire que tout ça finalement, et c'est là où je voulais en venir, mais enfin je reviendrai après, mais c'est aussi des nouveaux marchés qui vont s'ouvrir. C'est-à-dire que évidemment le marché transsexuel, ça donne plein de possibilités. C'est l'ouverture d'un marché ou vraiment de la consommation. C'est aussi potentiellement, c'est aussi potentiellement le transhumanisme par exemple. Mais s'ils vont acheter plus et moins. Mais par exemple, vous avez maintenant par exemple qui se vend des maillots de bain pour non-binaires. Vous savez, on peut tout inventer, vous savez. Il y a des choses incroyables. Vous avez, il y a tout un marché qui s'ouvre. Par exemple, tout bêtement, ça c'est pas lié aux entreprises, mais ça va être le changement de sexe. Ça c'est aussi un marché qui va être énorme. C'est la transition sexuelle. Ah bah oui, c'est mutilation quoi. Ah ouais, c'est... Le changement de sexe, c'est ça. C'est la chirurgie. Remboursé par la sécurité J'espère. Remboursé par la sécurité sociale. Remboursé par la sécurité C'est sociale. la classe 4, ouais. Ça, ça fait partie aussi de mais ça va... ce phénomène. Oui, ça va nous faire perdre des rangs plutôt que... Ça ouvre des portes au plan soi-disant artistique, au plan tout un tas d'équipements. Je crois que c'est tout simplement l'idéologie d'une classe qui arrive au pouvoir, ce que tu as expliqué très bien. Oui, bien sûr. Ça me paraît logique, mais ils veulent structurer les sociétés en fonction de leur idéologie. Ouais. Ils sont tous en train de devenir dans les pouvoirs, et notamment les financiers, ils investissent là où il y a des nouveaux marchés qui se créent. Parce que les anciens marchés se ferment aussi les uns par les autres. Donc il faut bien ouvrir sans arrêt des nouveaux marchés. Et l'exemple, c'est effectivement les laboratoires. C'est des millions de dollars par an aux États-Unis. Le marché déjà. Alors, il faut que ça croisse. C'est aussi des fonds d'investissement publics. Ça va être aussi les États qui vont encourager ce type de choses. Ils vont. L'idéologie. Voilà, on le voit en France avec des plus petites structures, mais on va y avoir aussi. Les couples homosexuels vont acheter des bébés à des mères porteuses. Il y a aussi ça, bien sûr. C'est que le fils Biden a des parts en Ukraine, dans plein de cliniques où il y a des milliers. En Ukraine, au moment de la guerre d'Ukraine, il y a des milliers de bébés qui sont restés sur les bras là-bas parce que les mères porteuses accouchaient et que du coup ils n'ont pas pu récupérer les bébés aux États-Unis. C'est énorme ce qu'il y a en jeu. Effectivement, et il y a quand même toute une idéologie. Après, je ne dis pas que toutes les entreprises, et d'ailleurs, c'est un bon point que vous dites, c'est que parfois ils sont perdants. Vous avez par exemple une marque de bière aux États-Unis, Bud Light, exactement, je sais plus quoi, qui avait mis un transsexuel comme Jerry, je ne sais pas comment on peut dire, et ils se sont ramassés. Ils ont tous été virés d'ailleurs. C'était la bière des rednecks. Oui, exactement, c'est vraiment la bière. Mais par contre, ils ont vraiment fait couler Bud Light. Ah oui, de Bud Light. Donc là, effectivement, là par exemple, dans ce cas précis, on voit que c'est une idéologie qui s'étend même, partout, même parfois à contre-courant de certaines entreprises qui sont visées par une population plus populaire. C'est pareil avec Philips, je crois que c'était Philips, je crois que c'était Philips, je sais plus, il y avait un rasoir aussi, pareil, qui avait été un bad buzz phénoménal par rapport à ça. Mais il y a quand même cette idée de changement du corps
qui à mon avis est un point essentiel et qui à mon avis sont les prémices du transhumanisme qui vient, du marché du transhumanisme qui vient. Et je voudrais, c'est pour ça que je vous ai montré aussi ce graphique que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même une corrélation, on le voit, entre l'idéologie et ce qui advient ensuite. Vous avez 1765 par exemple, la première révolution avec la production mécanique, et vous avez la Révolution française avec la bourgeoisie montante qui dégage une aristocratie désargentée qui n'a plus de lien avec la réalité économique du pays. Vous avez 1870 avec la deuxième révolution, la production de masse, et vous avez le socialisme avec une opposition bourgeoisie-prolétaire qui est évidemment qui est totalement en lien avec cette deuxième révolution, la production de masse. Vous avez la troisième révolution avec la production automatique, avec une augmentation en quantité de la production, ce qui laisse plus de temps libre pour les gens et ce qui laisse plus de temps libre pour la consommation. Donc vous avez une idéologie de la consommation qui va s'imposer dans cette période-là avec mai 68. Et là aujourd'hui, vous avez le wokisme avec l'introduction des nouvelles technologies qui est considérée comme une quatrième révolution industrielle. Et vous avez cette idéologie du wokisme qui pose la question du corps. Et ça, à mon avis, c'est un point essentiel qui est en lien avec toute la pensée transhumanisme qui est en train de venir. Et c'est un peu c'est la question que je pose. Après, c'est pas une affirmation, mais est-ce que la transsexualité, les transgenres, etc., est-ce que ce n'est pas l'avant-garde de l'idéologie du transhumanisme? Ça, c'est la question, à mon avis, qui peut se poser. Voilà, ça c'était un peu le sujet. Je ne sais pas si vous avez des questions.